Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue aux 20h. Voici les titres, les principaux de cette édition. Journée mondiale de la liberté de la presse. L'événement s'est célébré ce jour au Cameroun et dans la ville de Douala. Des journalistes souhaitent la création d'une ligne de crédit pour soutenir le secteur. À Meganga, dans la région de la Damawa, le procès contre Célestin Messi est désormais ouvert. L'ancien sous-préfet de l'arrondissement de Meganga est accusé de viol. Sa présumée victime sort de sa réserve. Vous l'écouterez dans ce journal. La grève au centre hospitalier universitaire, le CHU à Yaoundé, est suspendue. Une décision consentie après la réunion avec le ministre camerounais de la Santé publique. Ces titres et bien d'autres seront développés dans un très court instant. Et l'autre dossier consacré à la célébration de la 20e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'événement s'est célébré ce jour à travers l'étendue du triangle national avec des mobilisations syndicales. Des journalistes investissent la place du gouvernement à Bonanjo, c'est dans la capitale économique du Cameroun. Ils ont profité de cette journée pour dénoncer le musellement de la presse et réclament également le vote par l'Assemblée nationale d'une ligne de crédit en guise de soutien à la presse camerounaise. Jean-Johnny Mpek et Serge-Alain Otto. Ils ont décidé, en cette journée de célébration de la 20e édition de la liberté de la presse, de parler sans crainte et assurer la liberté de la presse dans tous les médias. Ils se sont donc donné rendez-vous, ici à la place du gouvernement, banderole en main, avec des messages dont le dénominateur commun reste la dénonciation de la condition dans laquelle les pouvoirs publics et certains patrons de presse ont enfermé les historiens du présent. Nous, au SNJC, notre rôle, c'est de nous assurer que les journalistes travaillent dans des conditions décentes, qui sont traités comme du personnel sérieux dans les rédactions, qu'ils ont le minimum pour travailler, qu'au niveau des salaires, les salaires sont régulièrement payés et des salaires décents aussi. La mobilisation de ce 3 mai, qui se tenait non loin des services du gouverneur, va commencer par la lecture de la déclaration conjointe du secrétaire général des Nations Unies et du directeur général de l'UNESCO, en rapport avec la célébration. Les journalistes sont souvent la cible de violences. Plus de 600 journalistes ont été tués au cours des 10 dernières années. Et parmi eux, beaucoup n'exerçaient pas dans des zones de conflit. Ce sera également l'occasion pour le syndicat national des journalistes du Cameroun de procéder à une peinture du paysage médiatique pris en otage par des lobbies politico-financiers qui contribuent à développer une presse de liste ou à gage. Une sortie qui intéressait aussi la classe politique basée à Douala. Louise Eteki Otabela, présidente de la coordination des forces alternatives, a tenu à rendre la politesse aux hommes des médias. C'est normal qu'on vienne aussi les soutenir, parce qu'on a toujours l'impression que les politiques font appel à la presse juste pour se valoriser et pour se mettre en haut, alors qu'en fait on est tous solidaires dans ce combat pour la démocratie dans notre pays. C'est ce que l'on voit habituellement sous d'autres cieux. Plus on est nombreux, plus on est fort. Ce discours a été abondamment entendu ce jour dans la ville de Douala pour appeler à l'adhésion syndicale. Seulement, journalisme et syndicalisme ne font forcément pas bon ménage. Un journaliste sur 3 est syndiqué dans la région du littoral. Les raisons de cette faible adhésion dans ce reportage signé une fois encore Jean-Johnny Mpek et Serge-Alain Otto. Le SNJC Littoral a profité en cette occasion de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse pour montrer sa force mobilisatrice. Venus d'organes de presse divers basés à Douala pour la cause, mais ils n'appartiennent pour la plupart à aucun syndicat. Quand vous êtes syndiqué, vous avez plus d'avantages que quelqu'un qui n'est pas syndiqué. La preuve, d'avoir la Journée internationale de la liberté de la presse, beaucoup de confrères sont là. D'aucuns sont là, ils ne savent pas pourquoi. Dans leur tête, c'est pour la liberté? Non. Pour certains hommes de médias, l'environnement et le cadre de travail ne permettent pas aux jeunes qui rentrent dans la profession d'être syndiqués. Les gens ont peur, et c'est pour ça que je dis la misère matérielle dans laquelle on a installé les travailleurs des médias, pas les journalistes seulement, est finalement en train de s'émuer en misère intellectuelle. D'autres trouvent des raisons historiques à cette absence de culture syndicale. Socialement, culturellement, les Camerounais sortent d'une période d'indépendance au cours de laquelle
leurs parents ont été sérieusement martyrisés et ont reçu un lessivage de cerveau qui fait en sorte qu'aujourd'hui, s'engager sur un plan militant pour revendiquer son droit est presque comme un crime de lèse-majesté. Au-delà de ces aspects, Mantendian, jeune reporter dans la presse écrite, lit sa non-appartenance à un mouvement syndical, à un problème d'homme. On reprochait à tel de jouir pleinement des avantages du syndicat, d'aller, de voyager, de faire ceci, de faire cela, et le syndicat les autres membres qui ne bénéficiaient en rien de ça. Donc j'ai dit, bon, si eux qui sont là depuis se plaignent, jeune que je suis, qu'est-ce que j'ai à faire? Autant rester dans mon coin. Comme elle, ils sont encore très nombreux, les journalistes de la région du littoral, qui hésitent à pousser la porte. Aujourd'hui, les journalistes de la presse privée notamment vivent dans la misère et la précarité au Cameroun, incapables de survenir à leurs besoins avec ce qui leur est proposé comme salaire, une image qui contraste considérablement avec celle des années 80. On l'a encore appris ce 3 mai à Douala, jour de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Flavien Valondongo. La jeune génération des professionnels du secteur de la presse, dite privée au Cameroun, vit dans une précarité indescriptible. Ces derniers continuent de revendiquer l'application de la convention collective des journalistes. Selon eux, il est difficile de joindre les deux bouts avec ce qu'ils qualifient de salaire. Alors dire que mon salaire de jeune journaliste me permet de joindre les deux bouts, ce serait véritablement mépriser la réalité. Les journalistes sont suffisamment paupérisés. En réalité, il est difficile d'affirmer que le salaire d'un journaliste au Cameroun lui permette de joindre les deux bouts, encore moins dans les médias privés. Ajouté à cette précarité, la pression exercée par certains patrons, ce qui ne permet pas l'épanouissement des employés. Pourtant, il y a quelques années de cela, la profession de journaliste procurait un certain confort à ceux qui la pratiquaient. Absolument, il n'y a même pas de comparaison à faire avec la période que j'estime qui est la vôtre aujourd'hui, même si je continue à accompagner les jeunes collègues. Quand moi je sortais de l'ECG en 1979, on savait qu'on était classé en catégorie A, ça faisait au moins 100 000 francs. À ces 100 000 francs, on ajoutait l'indemnité de transport, l'indemnité de logement et d'autres choses aussi. Une situation qui, selon des professionnels du métier, est née de la mauvaise foi de certains patrons. Quand on sait que la plupart de nos patrons n'affilient même pas leurs travailleurs à la CNPS, ça veut dire que vous travaillez pour rien. La plupart de ceux de ma génération ont très vite changé de profession. Dans ce sillage, il y a des employeurs de presse qui disent attendre des préalables de l'État pour s'épanouir et offrir de meilleures conditions de vie et de travail à leurs collaborateurs. Les journalistes, notamment ceux dits de la presse privée, ont tenu à exprimer leur désarroi aux yeux du monde alors que se célèbre la 20e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et pourtant, Issa Tiroma Bakari appelle la presse à jouer toute sa partition dans le développement du Cameroun et à profiter de façon responsable de la liberté dont elle jouit, dit-il. Le ministre camerounais de la communication a clôturé un vernissage à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, c'était à Yaoundé. Dans l'extrait qui va suivre, je vous propose d'écouter Issa Tiroma Bakari. Le ministre camerounais de la communication s'exprime au micro d'Equinox Télévision. Et pour avoir souffert, je pense que vous, journalistes, vous avez compris la nécessité de dire les faits. Les faits que nous vivons, c'est que nous vivons dans une nation en paix, que la presse, elle est libre. Aujourd'hui, je dispose d'une vingtaine de télévisions, dont peut-être 17 au moins sont dans l'illégalité, mais le gouvernement tolère. Je dispose de près de 200 radios aujourd'hui qui opèrent pour la plupart dans l'illégalité, mais sans pour autant que ça se traduise par des persécutions, par des fermetures en chaîne et autres. Ça atteste donc de la volonté du gouvernement à accompagner la presse nationale, à être une presse citoyenne responsable. Mais évidemment, je profite de l'occasion pour vous dire, plus d'une fois, j'ai dit que la tolérance zéro, c'est le moment, mais au même titre que le gouvernement vous donne tout ce que vous attendez, faites aussi un effort pour être à la hauteur de vos engagements. Pour que cette presse-là joue pleinement son rôle, à savoir le rôle de développement.
Voilà, pour sortir de ce dossier, la question reste et demeure. Peut-on, dans le contexte actuel, dans tous les cas, les hommes de médias pensent tout faire pour accompagner le gouvernement camerounais dans son processus de développement, mais le problème reste celui des moyens d'accompagnement. Yannick Mbazo. Presse camerounaise et arrosage du jardin gouvernemental, la parenthèse en souffrance. Et pourtant, conscient de son devoir de journaliste, les avis restent départagés. Et dans son rôle d'éducation et d'information, il joue là une mission sociale qui permet à la société d'avoir ce chien de garde qu'est le journaliste. Alors dans la mission de l'État de promouvoir le développement, je crois qu'il y a la fonction d'éducation et d'information que le journaliste peut bien mener. Et je crois à ce moment précis que le journaliste a ce devoir-là. Le journaliste a la responsabilité d'informer son public de ce qui se passe. Donc il doit plutôt surveiller, contrôler l'action du gouvernement pour rendre compte, au lieu d'accompagner. Le gouvernement lui-même fait des efforts pour accompagner la plupart du temps les journalistes. Et en retour, je pense que les journalistes peuvent accompagner le gouvernement. Mais ceci étant, au-delà de sa volonté de soutenir l'action gouvernementale, le journaliste reste handicapé dans son élan. Mais est-ce que le journaliste a les moyens de le faire? Là, c'est une autre question parce que nous savons tous que l'entreprise de presse au Cameroun vivote. Les journalistes n'ont pas toujours les moyens de mener à bien leur travail. Est-ce que nous devons l'aider pour l'aider? Nous disons non. Nous devons être aussi, nous considérer comme des chiens de garde, des watchdogs, pour contrôler au quotidien l'action de ce gouvernement, pour les permettre d'atteindre l'objectif que la population attend d'eux. Quant au thème choisi pour cette 20e édition, le regard reste critique. Pour parler, on n'a plus besoin d'entrer dans le maquis. Donc tous les citoyens parlent sans crainte. Donc le simple fait de poser ce problème en ces termes, en ce moment-ci, prouve effectivement qu'il y a des libertés qui sont encore contrôlées. Journée internationale de la presse, au-delà des réjouissances et du salut de la liberté de la presse, le journaliste reste prisonnier de sa condition mendiante. Nous parlons d'autre chose à présent, comme annoncé à l'entame de ce journal. Pauline Daniel Ibala sort du mutisme. Elle, c'est la jeune dame qui dit avoir été violée par le sous-préfet de Méganga, Célestin Messi, le mois dernier. Encore sous le choc, la présumée victime a accepté de parler au micro d'Equinox Télévision au moment où le procès contre l'ancien chef de terre de Méganga vient de s'ouvrir. Dans le septentrion, nous retrouvons Peter Koum et Sandrine Babo. C'est le 29 avril 2013 que le procès contre Célestin Messi a débuté au parquet de Gaoundéré. L'ancien sous-préfet de Menganga est accusé de viol sur la personne de Pauline Daniel Ibala. Partie de Douala pour la ville de Menganga pour un séjour chez sa grande sœur, la vie de la jeune dame va basculer. Violée dans la nuit du 9 au 10 avril dernier par l'ex-chef de terre de Menganga, Pauline Daniel Ibala revient sur les faits. Quand il a fini, il a demandé, donc c'était chacun par son tour. Et en rang, il criait, il a dit qu'on mette un peu de musique. L'autre s'est levé, il a mis la musique. Quand ils ont fini de faire leur acte, il a demandé à ce qu'on me rhabille. Et tous avaient le même geste, un geste qui regardait droit vers la pendule en faisant des incarnations. Après leur forfait, Célestin Messi et ses hommes, pris de panique par les crises d'asthme de leurs victimes, vont s'en débarrasser très tard dans la nuit, de peur qu'elle ne décède à sa résidence. Ils m'ont traîné au sol, sur la bouche, sont allés, et il avait plusieurs jours sérieusement. Ils m'ont tiré, sont allés me poser au niveau du portail. Ils ont fermé le portail. De temps en temps, un venait guetter pour voir si je restais encore. C'est grâce à l'amabilité d'un conducteur de moto qui passait dans le quartier aux environs de 5h30 du matin que Pauline Daniel Ibala va regagner le domicile de sa sœur. Elle sera conduite par la suite à l'hôpital de district de Menganga où un certificat médico-légal lui est délivré sur haute instruction du procureur. Même à la sortie de l'hôpital, le médecin tournait. Il
il a fallu que le procureur l'appelle, lui demander, lui il exigeait lui de signer ça rapidement. Lequel certificat médical a permis à sa famille de déposer une plainte contre Célestin Messi. Il va être relevé de ses fonctions, arrêté et envoyé à la prison centrale de Ngaoundéré en attendant que lumière soit faite sur l'affaire. Seulement, le calvaire de Pauline Daniel est loin de se terminer. Elle avoue recevoir des appels anonymes et même des SMS la menaçant de mort. Toute chose qui ne décourage pas sa famille déterminée à aller jusqu'au bout dans le procès contre Célestin Messi. Voilà l'histoire vraie de nos cités. La grève au centre hospitalier universitaire, le CHU à Yaoundé, est suspendue. Cette suspension vient d'être consentie après une réunion avec le ministre camerounais de la Santé publique, en attendant bien entendu les résolutions du conseil d'administration tenu ce jour à Yaoundé. Yannick Mbazo. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Et cet accident de la circulation où un gros porteur a fait mort plusieurs véhicules endommagés au lieu dit village, c'est dans la ville de Douala. Des sources affirment que le conducteur a perdu le contrôle de son engin. Le drame est survenu ce 3 mai aux environs de 12 heures. Des détails dans ce reportage de Flavien Valondongo. Cette femme, en larmes, pleure le corps de sa copine, emballée et gisant dans une mer de sang. Des véhicules endommagés, 4 au total. C'est le bilan provisoire de l'accident de la circulation survenu à Village. C'est à l'entrée est de la capitale économique. Selon des sources, ce gros porteur transportant un conteneur est à l'origine du drame qui a coûté la vie à une dame qui se rendait au marché. Les mêmes sources ajoutent que c'est le système de freinage qui a lâché avant de mettre l'engin dans une course folle. Je sortais de Yaksa, j'allais au travail. Subitement, une voiture, le camion là, parce que j'ai seulement compris comment il a klaxonné avec une vive allure. Juste le temps de quitter la chaussée, il passe, il m'a pris à l'aile là. J'ai fait que non, 3 fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis sorti. Gloire à Dieu, je dis merci à Dieu. C'est justement grâce à Dieu que bien des personnes qui passaient par là ont échappé à la mort. Quand j'ai entendu le klaxon derrière moi, fort là, il m'a touché directement de derrière. Il me comprend que je suis sorti directement à la station. Directement, il a pris le monsieur qui est en face de moi, il a continué sa course. Le gros porteur a terminé sa course devant un tas de sable. Les passagers des véhicules endommagés ont été conduits dans un centre hospitalier de la place. Un accident de plus qui remet au goût du jour la question de la visite technique des véhicules dans différents centres spécialisés. Désordre urbain à Limbé, c'est dans la région du sud-ouest du Cameroun où les populations défient les recommandations des autorités administratives locales sur les normes de construction. Elles ont élu domicile dans la plupart des quartiers déclarés zone à risque. Des détails avec Derek Diator et Julingue. La plupart des quartiers de Limbé dans le sud-ouest ne respectent pas les normes de construction. Les maisons sont construites anarchiquement, même sur les zones déclarées à risque. Les populations, bien qu'informées et sensibilisées sur les dangers, font fi de toutes les recommandations faites par l'autorité gouvernementale. Certains experts en urbanisme, comme cet homme, dénoncent cette attitude. Il affirme que les habitants de cette localité doivent éviter de construire sur ces zones. Ceux qui s'entêtent le font à leur propre risque et péril. Dans ces quartiers de la ville de Limbé dits accidentogènes, le retour des pluies vient accentuer le calvaire des populations. Dans la plupart des zones, les voies de canalisation sont absentes. À la moindre goutte de pluie, tout est englouti par l'eau. Selon les experts et même les populations, les mesures de prévention des inondations et de glissement de terrain doivent être mises sur pied pour éviter le pire. Et de la santé dans ce journal, les vers intestinaux sont la première cause d'anémie chez l'enfant. Pour limiter le risque de contamination à la maladie, une campagne de déparasitage chez les enfants en âge scolaire se tient du 7 au 10 mai prochain. 500 000 enfants sont ciblés dans la région du littoral cette année. Des détails avec Emmanuel Tibui et Étienne Pascal Azegue. Les enfants dont l'âge varie entre 5 et 14 ans sont les plus exposés aux infections des vers intestinaux et à la bilharziose. Une tranche d'âge que l'on retrouve au cycle primaire et au premier cycle de l'enseignement secondaire.
C'est cette cible qui est visée dans la région du littoral pendant la campagne de distribution gratuite des médicaments de lutte contre les vers intestinaux. Les produits tels que l'omébédazole et le praziquintal seront mis à contribution afin de réduire le nombre de parasites dont les enfants sont porteurs. Les anémies qui exposent l'enfant à beaucoup d'autres maladies. Et surtout quand ces maladies arrivent, ils trouvent que l'enfant est anémié, vous comprenez que le cas sera encore beaucoup plus compliqué. Mais au-delà de ces anémies, l'enfant au niveau de l'école est perturbé parce que somnolent et fatigué et il ne suit pas le cours, le rendement devient médiocre. Environ 500 000 enfants sont visés par cette campagne dans la région du littoral. La bilharziose est une maladie parasitaire provoquée par des vers que l'on appelle des kystosomes. La maladie se manifeste sous deux formes, urinaire et intestinale. Les enseignants seront sollicités dans cette campagne pour atteindre le plus grand nombre d'enfants. En 2012, on a inclus les lycées et collèges et ce n'était pas facile pour une première fois que les professeurs s'engagent dans cette activité. Cette année, on veut atteindre 2050 formations écoles dans toute la région par rapport à l'année dernière où nous n'avons atteint que 1962. Pour éviter toute contamination à la maladie, les experts en santé recommandent l'utilisation correcte des latrines tout en évitant d'uriner ou de déféquer à proximité ou dans des coins d'eau à usage domestique. Le droit à la vie pour tous, le principe est acquis par la société citoyenne Geste Assistance qui redonne espoir à une famille démunie dans la ville de Douala. La structure spécialisée dans la gestion de la ressource humaine a profité de la fête internationale du travail pour démontrer tout son intérêt pour cette classe sociale. Reportage. Le quotidien de cette famille indigente a connu un changement positif depuis qu'elle est prise en charge par Geste Assistance. L'entreprise citoyenne s'occupe notamment de la scolarité des 5 enfants de cette mère handicapée. Régine Ambas salue par ailleurs ce geste qui est venu redonner goût à la vie aux siens. Vraiment, moi et mes enfants, on avait déjà perdu l'espoir de vivre. Et on était désespérés, on ne savait pas quoi faire, comment faire. Bon, grâce à Geste Assistance, on a retrouvé l'espoir de vivre. À l'occasion de la célébration de la fête internationale du travail, la structure, spécialisée entre autres dans la gestion des ressources humaines, le placement du personnel et les formations, a tenu à l'une de ses prérogatives, notamment l'assistance aux démunis, à l'exemple de cette famille du quartier Dakar à Douala. L'œuvre sociale que vous avez vue part d'ailleurs d'Equinox, qui au cours d'une émission sur le social, on a eu un élan de cœur et puis on s'est dit pourquoi pas, puisque ça entre dans les autres éthiques managériales, au lieu de fêter le 1er mai en dansant, en pensant à tous ceux qui travaillent, c'est bien, c'est très bien, c'est même très bien ce qu'il faut faire. Mais il faut aussi penser à ceux qui ne peuvent même pas manger. En 10 ans d'existence, Geste Assistance a mis au centre de ses préoccupations l'homme. Un principe qui reste de mise pour le manager général. Notre devise, c'est de valoriser l'homme, parce que pour valoriser l'entreprise, il faut d'abord valoriser l'homme. C'est pour ça que vous allez voir tout autour de votre reportage que nous mettons un accent spécial sur l'homme, d'où notre éthique managériale qui tourne aussi autour du social. Geste Assistance, qui a pour siège social à Douala, a su asseoir sa notoriété aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Cameroun. La société est présente dans 6 régions et au Tchad. La procédure réglementaire, elle est classique. On a ce demandeur d'emploi qui vient, qui nous amène son CV, et puis on l'étudie, on peut le classer par classe de compétences, en attendant la demande, en attendant que quelqu'un le sollicite. Dès que nous avons une sollicitation, généralement les clients nous envoient des demandes de profil avec des indications bien précises. Et donc nous rentrons dans le banc de données, nous sortons dans ce CV qui correspond à ce qu'ils veulent et nous le transmettons aux clients pour appréciation, quoi. Et le slogan « Valoriser l'homme, c'est valoriser l'entreprise » n'est pas vain ici. Les revenus, ça va parce que les salaires sont virés à temps, ils tiennent leurs engagements.
Le 1er mai, fête internationale du travail, AGES Assistance, a été une opportunité pour le personnel de tout grade confondu de se retrouver après leur participation à la grande parade de la place de l'UDEAC à Douala. Et un peu plus haut, un vent nouveau souffle sur la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. Et Lung Polchier, le nouveau directeur général de la CSPH, a pris les commandes de ce jour à Yaoundé. Le ministre camerounais du Commerce lui a recommandé de faire mieux que son prédécesseur pour assurer la régulation des prix des produits pétroliers. Marcelin Gangsop. Et Lung Polchier, le nouveau directeur général de la CSPH, a 45 ans. C'est à ce jeune inspecteur principal des régies financières que revient la lourde mission de maintenir debout la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. Cette entreprise, a dit le directeur général sortant, jouit d'une bonne santé financière et dispose d'un personnel qualifié et compétent. Et Lung Polchier ne devrait donc trouver aucun obstacle dans l'accomplissement de sa tâche. Nous sommes dans une conjoncture internationale qui n'est pas simple. Les prix des hydrocarbures grimpent. Nous, il faut les stabiliser parce qu'il y va de la compétitivité de notre économie. Et c'est toute la tâche qui attend le nouveau directeur de la CSPH. Et Lung Polchier a le profil de l'emploi. Titulaire d'une licence en droit et d'une maîtrise en sciences politiques obtenue au Cameroun, mais aussi d'un master en administration et politique publique obtenu aux États-Unis. Il est crédité d'un bon état de service. Il a en effet roulé sa bosse comme trésorier payeur général de Bamenda et Bouya, censeur à la BEAC, directeur général du Trésor, commissaire à la COBAC, pour ne citer que ces quelques responsabilités. Mais il n'est point question pour ce père de 3 enfants de dormir sur ses lauriers. Il est attendu au pied du mur de la régulation des prix des produits pétroliers. Je pense que je suis bien conscient. C'est un secteur assez sensible. Et je sais que je suis nommé à un moment où la gouvernance est de mise dans notre pays. Et nous tous, nous devons nous mettre sur ces carnivals pour que le pays s'améliore. Et Lung Polchier remplace Ibrahim Talba Mala, nommé il y a quelques mois à la tête de la Sonara après le débarquement de Charles Metouk. Il aura passé 25 ans à la tête de la CSPH avant de passer le témoin à Lung Polchier, une semaine avant le 39e anniversaire de la CSPH, puisque cette entreprise a été créée le 10 mai 1974 par décret présidentiel, avant d'être réorganisée par un autre décret du 26 août 1998. Et sur les principales attentes du gouvernement camerounais et des consommateurs, je vous propose d'écouter Luc Magloire Mbarga Tangana, le président du conseil d'administration de la CSPH, s'exprime au micro de nos reporters. Il vous faudra instamment veiller, entre autres, à la poursuite de la consolidation de la régulation du marché par une bonne maîtrise des mouvements de stock et une sécurisation vigilante des approvisionnements des centres de distribution des produits pétroliers. Veillez aussi au renforcement de la stabilisation des prix à l'importation du gaz domestique face à un raffermissement du prix du pétrole brut. Veillez enfin au maintien de la mobilisation optimale des ressources de péréquation afin d'assurer constamment l'équilibre économique du secteur. C'est dire l'immensité des chantiers qui seront désormais les vôtres. Vous êtes appelés à jouer le rôle de coach en vue de constituer une équipe homogène, collective, solidaire et soudée. Et du sport football pour refermer ce journal, deuxième week-end d'affilée sans championnat d'élite au Cameroun. Les clubs ne reprendront en principe le chemin des stades que le 11 mai prochain conformément aux résolutions de la tripartite tenue hier à Yaoundé. Tripartite qui a rassemblé le ministère des Sports, l'association des clubs d'élite et la Ligue de football professionnel. Les détails avec Sylvestre Hippolyte Zangaou.
C'est vrai de la première journée du championnat Elite 1 et de la 11e journée du championnat Elite 2 le week-end dernier, suite au refus des présidents de clubs d'élite d'aller sur le terrain. Tant que les 2 premières tranches de la subvention de l'État ne leur sont pas versées, les fans de football se contenteront encore d'autres activités ce week-end. Toujours pas de championnat. Il va falloir attendre, en principe le week-end du 11 au 12 mai prochain, pour voir les stades vibrer à nouveau au rythme des matchs du championnat de football professionnel. La résolution qui permet la suite de la compétition a été adoptée à l'issue d'une tripartite. Ministère des Sports, Association des clubs d'élite, Ligue de football professionnel du Cameroun. La rencontre a eu lieu jeudi en fin de matinée à Yaoundé. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique affirme que la somme de 300 millions de francs CFA a déjà été virée par le gouvernement camerounais dans les comptes de la Ligue. Nous sommes convenus qu'à partir du lundi 6 mai 2013, l'argent sera mis à la disposition des clubs et que le samedi 11 mai 2013, les clubs vont reprendre le chemin des stades, explique Franck Capi, le président du conseil d'administration de l'Union sportive de Douala, qui ajoute que la tripartite a prévu le versement de la subvention au club sans condition. Ce qui amène donc à poser la question de savoir si le général Pierre Semengue, le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, absent lors de la tripartite, respectera ses résolutions, sachant qu'il soutient que seuls les clubs qui ont effectué leur mutation juridique auront droit à l'argent de l'État. Un rebondissement sur la suite de la saison n'est donc pas exclu dans le championnat de football professionnel du Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe, merci de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie de nos programmes. Bon vent à la presse locale et internationale. Au revoir.